George Pérez vient tout juste de nous quitter, triste jour que ce 6 mai 2022 qui aura vu l'artiste tirer sa révérence à l'âge de 67 ans, mais on ne va pas céder sur cette chaîne au misérabilisme, on va plutôt célébrer l'artiste dans ce qu'il a apporté de meilleur au monde du comics américain, et des belles choses il en a apporté, des tonnes, puisqu'il est responsable de quelques-unes des plus belles réussites des univers Marvel et DC. Personnellement, George Pérez était un artiste qui me touchait, scénariste, dessinateur, encreur parfois même. Il avait su faire évoluer son art depuis les années 70. J'ai toujours apprécié sa plume singulière, et on va essayer au cours de cette émission de lui rendre un hommage digne, sincère, pour célébrer la personnalité unique qu'il était. Si son nom de famille ne vous l'avait pas laissé deviner, le petit George est de descendance hispanique, ses deux parents sont portoricains, il débarque dans le New Jersey dans les années 50 pour essayer de trouver du boulot. Très vite, il s'y installe, naissent deux enfants, un peu plus tard, le petit George naît en 54, son petit frère un an plus tard, et les deux garçons manifestent très tôt l'envie de devenir dessinateur. Apparemment, George aurait pris les crayons à l'âge de 5 ans, mais c'est seulement en 73 qu'il arrivera à pousser, doucement d'abord, les portes de la Marvel en devenant l'assistant d'un dessinateur de la maison. Il faut croire qu'il a du talent, un certain talent, qui sont très séduits, puisque un an plus tard, en 74, il commence déjà à dessiner pour la Marvel. Tout d'abord 2 pages de la revue Astonishing Tales, avant de creuser très vite le sillon avec la série régulière Sons of the Tiger. Alors, il faut quand même resituer les choses dans leur contexte. Les années 70, c'est la Kung Fu Mania, donc c'est une époque où naissent les personnages comme Shang-Chi, où des titres chez la Marvel séduisent les foules comme Deadly Ends of Kung Fu, et c'est dans ce titre, Deadly Ends of Kung Fu, que vont paraître les aventures des Sons of Tiger. George Pérez va affirmer son trait petit à petit sur cette série écrite par Bill Mantlo. Alors Bill Mantlo, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, on va dire que c'est pas le premier plan du comics, mais on lui doit quelques séries comme Rome ou les Micronauts. Rome, on se souvient de lui dans les pages de Strange, à l'époque, quand on était gamin. Toujours est-il que George va monter les échelons assez rapidement. Très vite, on le retrouve sur les Avengers, quand même, rien que ça. Puis un peu sur les Inhumains et les Fantastic Four. Alors à cette époque, George n'est que dessinateur, hein, mais il laisse quand même son empreinte là où il passe, parce qu'on lui doit la création, avec David Michelinie, du personnage de Taskmaster, mis à l'honneur dans le récent Black Widow, et apparu dans les pages des Avengers. C'est à l'occasion d'un annual des Fantastic Four que George Pérez rencontre Marv Wolfman, et c'est sans doute la rencontre la plus importante dans la vie du jeune George. Les deux hommes s'entendent comme larrons en foire. George commence à regarder un peu ce qui se passe du côté de chez DC Comics, il va travailler un petit peu sur la Justice League, et puis Marv Wolfman l'invite sur un projet qu'il doit piloter, les New Teen Titans, et c'est un projet sur lequel il va passer plus ou moins une décennie, allant sur la série, y revenant régulièrement, il va rester et marquer la série de son empreinte. Alors autant le dire, pour moi, George Pérez, c'est les New Teen Titans et Wonder Woman, c'est vraiment sur ses œuvres que je le reconnais le plus. Son trait n'est pas encore totalement affirmé sur les New Teen Titans, mais avec la plume de Marv Wolfman, on obtient une série super attachante qui marquera l'univers d'ici profondément, parce que cette façon de raconter des histoires, de faire des héros très humains, on dessine déjà, dans le scénario comme dans les cases, des héros très humains, très tangibles, qui ont des failles, des vraies failles, qui en font des vrais personnages. On a l'impression de voir des héros capables de sortir du carcan des cases crayonnées, et ça marquera l'univers d'ici pour toutes les années à venir, y compris dans la récente série Titans. Je trouve que depuis cette époque-là, on n'a pas vraiment révolutionné cette dynamique de groupe qu'avait établi Marv Wolfman et George Pérez sur les Teen Titans. Et on se retrouve très rapidement au milieu des années 80, et là George va prendre un petit congé sur cette série New Teen Titans, parce qu'il va se consacrer à un autre projet, un projet très important pour DC, la mini-série Crisis on Infinite Earth. Alors là, pour le coup, on en a déjà parlé, mais Crisis on Infinite Earth, c'est vraiment un projet très particulier chez DC, il faut resituer les choses dans leur contexte, c'est le premier grand blockbuster bande dessinée dans le monde du comics américain. C'est aussi l'un des premiers récits chez DC qui aborde la théorie des univers parallèles et qui essaye un petit peu de redonner une certaine cohérence à un univers qui était vraiment parti très loin. DC Comics, au milieu des années 80, ça commence à dater, il y a eu des séries, puis des reboots déjà à l'époque, des nouvelles idées qui sont venues. On a créé le personnage de Superboy, donc Superman quand il était petit, qui était déjà Superboy, on a créé tout un tas de personnages, on a créé Supergirl, on a créé plein de trucs, et ça commence à faire une ligne temporelle qui part un peu dans tous les sens, c'est un peu le bordel, pour dire la vérité, et du coup, arrive cette série Crisis on Infinite Earth pour
remettre de l'ordre. C'est un véritable événement, hein, c'est une maxi-série en réalité, en 12 épisodes qui va courir sur une année entière, et qui va voir tout un tas de héros mourir, se sacrifier pour que ne subsiste qu'un seul univers. On remet de l'ordre dans l'univers d'ici, et on voit apparaître de nouveaux personnages qui vont prendre la relève de l'ancienne garde. Crisis on Infinite Earth, autant le dire, c'est pour moi un indispensable de la BD, hein. Si vous ne l'avez jamais lu, vous pouvez le lire aujourd'hui, c'est tout autant une BD assez fascinante, incroyable, qu'un récit qui aura marqué l'univers d'ici. C'est intéressant à un niveau historique, mais c'est aussi un récit toujours très moderne, qui nous permet d'éclairer pas mal des errances de DC aujourd'hui, parce que depuis, DC ont essayé plusieurs fois de répliquer ce succès, Infinite Crisis, Final Crisis, enfin il y a eu tout un tas de crises chez DC depuis, mais ils n'ont jamais réussi à repartir du bon pied comme ils l'avaient fait à cette époque, au milieu des années 80, parce qu'à la suite de ça, il y a tout un tas de créateurs qui vont arriver et qui vont essayer de moderniser les héros, de les faire rentrer de plein pied dans une nouvelle ère, et George Pérez va prendre ce train-là. Et ce train-là, il va le prendre en 87 sur la série Wonder Woman. Alors il faut resituer, là encore, les choses dans leur contexte. Wonder Woman, c'est une série dont personne ne veut. L'héroïne a été créée par William Marston dans les années 40, et personne ne sait trop quoi en faire. C'est un petit peu une patate chaude, va sur la série qui veut, ça n'a pas été un énorme succès, l'héroïne a vivoté, mais c'est pas... Alors je dis pas que ça n'a jamais marché Wonder Woman, mais enfin c'est pas la série sur laquelle les gens se précipitent, c'est pas Batman, c'est pas Superman, et va arriver un mec qui s'appelle Greg Potter, qui va pitcher à DC quelques idées, il va essayer de remettre l'héroïne au goût du jour, suite à Crisis, pour s'appuyer sur du vieux et en faire quelque chose de neuf. Greg Potter, il va pas franchement séduire les pontes de DC, alors il va rester suffisamment longtemps quand même pour établir les bases d'un nouvel univers. Et c'est là que George Pérez va intervenir, parce que lui il va proposer sa vision du personnage, qui va s'appuyer sur celle de Greg Potter, ils vont bosser ensemble quand même, et il va séduire un peu plus les pontes de DC avec sa proposition qui évoque le Thor version Walt Simonson, ou les univers un peu de divinité à la Ray Harryhausen. Quand je vous parle d'une époque de modernité, d'une envie de moderniser les héros, c'est l'époque où John Byrne prend les commandes de Superman, c'est l'époque où Miller s'intéresse à Batman, donc c'est une époque où on défriche un peu ce qui s'est passé avant, et on essaye vraiment de créer de la nouveauté, et de faire preuve d'audace, donc il faut pas se planter avec le personnage de Wonder Woman, et le personnage de Wonder Woman va être très très bien traité par George Pérez. Personnellement, dans ma collecte, j'ai les omnibus des New Teen Titans, mais ce que je préfère de Pérez, c'est très naturellement ce Wonder Woman que je trouve absolument exceptionnel. On lui doit le concept de cette nouvelle série Wonder Woman, qui sera en gros co-écrite avec Len Wein, et au scénario, je trouve qu'il fait des merveilles. Il fait des merveilles au scénario, il fait des merveilles au dessin, il croque une héroïne assez candide, naïve, c'est une grande histoire, mais vue à travers les yeux de quelqu'un qui découvre notre monde. Je trouve que Wonder Woman est vraiment très bien dessinée dans cette série, dans tous les sens du terme. C'est une série exceptionnelle, disponible en 3 omnibus, 3 très beaux omnibus chez DC Comics. C'est vraiment une merveille, sincèrement, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. C'est très adulte. Dans le fond, il y a quand même des histoires de séduction, il y a Hercule qui arrive pour séduire la mère de Wonder Woman, et qui va ni plus ni moins que la violer, l'enfermer, enfin, c'est très cruel, c'est très sombre, et en même temps, on a cette espèce de femme-enfant au milieu qui va arriver et essayer de voir les choses d'une manière différente, une espèce de bouffée d'air frais, qui ferait bien du bien à notre monde d'aujourd'hui. Donc c'est un récit que je trouve en même temps frais, sincère, épique, dans tous les sens du terme. C'est vraiment une réussite que Wonder Woman sous la plume de George Pérez, et c'est un petit peu ce que je considérerais comme son chef-d'œuvre, mais enfin il a tellement de chefs-d'œuvre. Crisis, les New Teen Titans, Wonder Woman, c'était un dessinateur, un véritable créateur d'univers exceptionnel, et il ne sera pas arrêté là, parce que Wonder Woman, à la base, il y était rentré pour quelque chose comme 6 mois, il y passera 5 ans. Et soyez sûr que même si vous ne connaissiez pas son nom, vous avez forcément lu, ou vous êtes forcément tombé sur du George Pérez, parce que par la suite, il œuvrera un peu partout. Il se met pas de barrière, hein, George, il va travailler pour DC, il va travailler pour Marvel. Ce qui compte, c'est de créer des histoires, et on lui doit, si tout ça ne suffisait pas, par exemple la série Infinity Gauntlet, le gant de l'infini, une série en 6 parties sortie en 91, scénarisée par Jim Starlin, qui redéfinissait le personnage de Thanos. Le personnage de Thanos, on le doit à Jim Starlin, qui l'a créé en 73, là vraiment on s'appuyait sur lui pour une histoire d'envergure. Sans cette histoire, certainement pas d'Infinity War, au cinéma chez Marvel. On lui doit aussi l'absolue magnificence du récit Futur Imparfait, c'est une série Hulk, scénarisé par Peter David, où Hulk faisait face à son double maléfique, le Maestro. Bref, je le répète, il était scénariste, il était dessinateur, il était encreur, et curieux hasard du calendrier, juste avant son décès, je m'étais replongé dans la série Avengers Justice League. Ouais, il y a eu un crossover Avengers Justice League en 2003, là pour le coup qu'il n'a pas scénarisé lui-même, je crois que c'est Kurt Busiek, il me semble, et George assurait au dessin et à l'ancrage, il s'ancrait lui-même.
un trait vraiment parfait. Alors pour le coup, je vous parle de temps en temps de manque d'ambition, de manque d'ampleur. Là, de l'ambition et de l'ampleur, il y en a dans ce crossover, qui pourtant tient en 4 fascicules, 4 volumes. Mais alors, pour le coup, il en met plein l'image. C'est un récit qui devait sortir aux dernières nouvelles, qui devait ressortir en France récemment, et puis apparemment c'est tombé dans les oubliettes, parce que quand j'ai fait un tour pour voir si c'était sorti, c'est pas du tout sorti, on trouve encore ces fascicules-là pour plus de 100 € sur les marketplaces. Mais c'est vraiment une bonne histoire, qui convoque un peu justement l'esprit de Crisis on Infinite Earth, c'est ces deux terres qui vont se rencontrer avec une espèce d'entité cosmique qui veut connaître la vérité sur le Big Bang, donc qui est prête à sacrifier des univers pour ça. Pour la première fois, on a vraiment une rencontre entre la JLR, avec les Avengers, et franchement, c'est un plaisir. Alors c'est un peu bigger than life, c'est un peu too much, parce que du coup, Pérez, il en fout plein l'image, mais plein l'image. Hein. C'est-à-dire que c'est un récit qui nécessite de passer du temps, de se pencher sur chaque case, il y a des détails absolument partout, et du coup, on se permet d'expédier des choses. Si vous voulez, quand on voit Superman avec le bouclier de Captain America sur un bras et le marteau de Thor dans l'autre main, c'est quand même juste extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un comme Jim Lee vous en ferait une splash page, ça serait vraiment mis en avant. Ben pas là, c'est un récit où ça passe en 2 secondes, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à mettre dans les cases, ben que ça c'est relégué. Il y a un moment, il y a un combat entre Batman et Batroc, le combat tient en 3 cases. Batroc commence, il assène un coup de pied à Batman, puis on passe à autre chose, parce qu'en même temps il se passe plein de choses, on essaye ni plus ni moins que d'empêcher la destruction des univers, et la scène suivante, on voit que Batman se frotte un peu le menton, ouais c'était un adversaire valeureux, et puis Batroc est par terre. Tout ça pour laisser la place à des scènes véritablement d'anthologie, où vous vous retrouvez avec des cases, mais qui sont remplies de héros dans tous les coins, et puis en plus les réalités sont malmenées, elles sont en train d'évoluer au fur et à mesure où les continuums espace-temps se fracturent, donc vous avez Superman, Green Lantern, Iron Man, qui n'ont jamais le même design, qui ont des designs hérités de leurs histoires respectives. Bref, c'est un récit assez fascinant, que je trouve vraiment, vraiment réussi, pour le coup, et la plume de George Pérez faisait des merveilles sur ce titre. George Pérez n'aura jamais arrêté de dessiner, hein, jusqu'à la fin. On l'a vu sur Silver Surfer, on l'a vu sur Green Arrow, on l'a vu sur Superman. Je crois qu'il a touché à peu près à tous les héros que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas s'il y a un héros des univers DC ou Marvel qu'il n'a pas dessiné, mais c'était un très très grand artiste, doublé d'une personnalité avenante, toujours présent dans tous les forums, dans tous les Comic-Con. À une époque où on a tendance à starifier un peu les nouvelles générations de dessinateurs qui se prennent un peu pour des nouvelles pop stars, et ben lui, il était modeste, généreux, sincère, sympathique. C'était une vraie personnalité. Et bien sûr, c'est triste qu'il se soit en allé, mais en même temps, il a laissé une empreinte indélébile, profonde dans le monde du comics, dans le monde de la bande dessinée américaine. Et c'est une œuvre qui, elle, ne s'éteindra pas. Voilà, c'est tout. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va refermer cette petite émission en forme d'hommage. J'aimais sincèrement cet artiste, je vous encourage à réévaluer complètement son travail, à vous pencher un petit peu sur ce qu'il a fait. C'est juste, George Pérez, c'est à lui tout seul une page entière de la grande histoire du comics. Et c'est donc tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, bande dessinée, musique, je sais pas encore. D'ici là, prenez du bon temps, éclatez-vous, prenez du plaisir à tout ce que vous faites, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Le Gant de l'Infini, une série en 6 parties sortie en 91, scénarisée par Jim Starlin, qui redéfinissait le personnage de Stallone. N'importe quoi.